Eh bien, écoutez, bonjour et bienvenue à tous. Donc à ce webinaire, pardon, consacré au management à distance. Alors, écoutez, je suis ravi de vous accueillir au sein de cette session. Et ce qui nous intéressait aujourd'hui, c'était de revenir donc sur cette question du management à distance. Alors, c'est une question, comme vous le constatez, qui est assez d'actualité. Alors, on n'a pas attendu les confinements pour s'intéresser à la question du management à distance, mais il se trouve que là, en ce moment, on est tous euh, plus ou moins contraints, forcés à expérimenter cette situation de télétravail. Et donc, du coup, vous qui êtes manager, ou en tout cas pour un certain nombre d'entre vous, vous avez la chance d'avoir à encadrer des équipes et des collaborateurs distants. Alors, c'est pas simple, on va dire ça comme ça. Et c'est pas simple notamment parce que manager à distance ne revient pas simplement à passer deux, trois coups de fil à chacun de ses collaborateurs dans sa journée pour faire en sorte que ça fonctionne. Euh, Vous devez, comme vous l'expérimentez à l'heure actuelle, vous voyez bien qu'il y a un certain nombre d'éléments qu'on a du mal à capter. Et dans ces conditions, on peut toujours se demander ce qu'on doit faire, ce qu'on doit bien faire, ou au contraire, ce qu'il faudrait chercher à changer dans notre pratique managériale. Alors, je pourrais faire une comparaison, c'est que manager à distance, c'est un peu comme de la formation, c'est-à-dire qu'en fait, on ne fait pas de la formation à distance comme on fait de la formation en présentiel. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas simplement de mettre une caméra et de nous filmer en train d'animer un contenu pour faire en sorte que ça fonctionne. En effet, on perd beaucoup d'informations, une information qui est riche, hein, notamment sur les réactions des personnes qui sont en face de nous. On perd aussi de la chaleur. On perd énormément d'informations, on va dire, de manière générale. Et c'est exactement ce que vous devez ressentir, en fait, vis-à-vis de vos collaborateurs. Donc, c'est tout l'objet en fait de cette intervention, c'est d'essayer de vous donner un certain nombre d'éclairages autour de ces pratiques managériales pour faire en sorte que ça fonctionne le mieux possible. Alors, en quelques mots, je vais présenter le cabinet, puis après je vais me présenter. Donc là, aujourd'hui, je suis salarié du cabinet Actiforce, cabinet donc qui est très bien implanté sur toute la région centre, évidemment, et également sur Paris, et puis on descend jusqu'à Bordeaux, en fait. Donc un cabinet qui est créé en 1989. On est une quarantaine de collaborateurs dans ce cabinet, et donc nous sommes devenus une filiale du groupe Orcom depuis 2014 maintenant. Alors, on est un cabinet généraliste en gestion des ressources humaines. C'est-à-dire qu'on fait à peu près tous les métiers, comme vous pouvez le voir, hein, aussi bien du recrutement que du conseil, de la formation, du coaching, et puis également ce qu'on appelle accompagnement de la carrière et des transitions. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire en sorte de gérer les carrières individuelles par le biais de bilans de compétences, d'outplacement, et puis éventuellement aussi de gestion de plans sociaux. Alors, pour me présenter, donc, je m'appelle André Vivares, j'ai 46 ans, je suis consultant, chef de projet au sein du cabinet depuis plus de 10 ans maintenant. Et ça fait 20 ans que je fais ce métier. Je suis plutôt spécialisé dans le domaine du management, du conseil en organisation et du conseil en gestion des ressources humaines. Voilà. Et donc, je vais avoir le plaisir d'animer cette séquence. Voilà. Alors, quelques précisions avant de rentrer dans le détail de cette séquence. Vous pouvez avoir un certain nombre de questions au fur et à mesure de ma présentation. J'y répondrai qu'à la fin, hein, parce que pour un peu plus de fluidité, bien évidemment. Alors, ce qui signifie que faites attention à ne pas poser des questions qui sont trop contextualisées, parce que si elles ont vraiment un sens par rapport à une slide donnée, j'aurai peut-être un peu plus de mal à vous donner la réponse sur le coup. On aura peut-être un peu plus de mal à comprendre le sens de la question quand on la lit à la fin. Mais je vous rassure, on gardera une bonne dizaine de minutes à la fin de cette présentation pour pouvoir essayer de répondre à tout le monde. Voilà. Alors,
le programme en quelques mots, voilà ce que j'avais l'intention de vous présenter, faire un petit état des lieux du travail à distance, revenir sur cette notion de présentiel versus distanciel, qu'est-ce que ça change finalement. Si on va un peu plus loin sur cette question de qu'est-ce que ça change, eh bien évidemment, c'est les modes de management qui vont évoluer. Et donc, je vais revenir sur cette notion de passage de management de la supervision, et je vous expliquerai ce que j'entends par supervision, au management de l'implication. Alors après, on fera quelques détours par quelques théories un peu managériales. Bon, le but, c'est pas de vous abreuver de théories, mais malgré tout, ça va nous permettre de comprendre un certain nombre de comportements et d'attitudes qu'on cherche à développer au cours de cette présentation. Et puis enfin, je reviendrai sur les conditions de mise en œuvre, la question du contrôle et de la posture du manager coach, et puis enfin, faire en sorte d'essayer de développer le sentiment d'appartenance à l'entreprise. Alors, je vais couper la caméra, si j'arrive à retrouver ma petite main, voilà, hop, voilà. Et donc, on va commencer par une première partie sur l'état des lieux. Alors, bon, avec une petite image intéressante, on peut se sentir un petit peu isolé, évidemment, quand on est un manager à distance. D'accord. Donc, pour commencer cet état des lieux, je vous propose de partager une enquête qui a été menée par Malakoff-Médéric en 2019, qui est une enquête qui est sur le télétravail et qui partage finalement le regard à la fois des collaborateurs sur le télétravail et puis le regard des responsables d'entreprise, donc d'employeurs, sur cette question-là. Alors, qu'est-ce qu'on en tire en quelques mots de cette enquête, hein? Comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez le lire à l'écran, sans surprise, je dirais, on note que principalement les grands points forts, finalement les grands bénéfices perçus pour le travail à distance, c'est l'autonomie, la productivité, la responsabilisation aussi, l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Quoique sur cette question-là, on pourra quand même un peu revenir dessus parce que finalement, travailler à distance, oui, mais dans quelles conditions? Si c'est chez soi, comme ça se fait actuellement dans le cadre du confinement, on n'a pas forcément d'espace dédié et donc du coup, c'est pas forcément si simple que ça. Si c'est dans un autre lieu, un tiers lieu, qu'on pourrait le qualifier comme ça, là pour le coup, oui, ça a plus de sens, mais à ce moment-là, on perd un peu sur la notion de déplacement. En revanche, il y a des éléments qui ressortent aussi, même s'ils ressortent en bénéfice, vous pouvez voir que dans la réponse oui, tout à fait, ce sont des éléments qui ressortent avec plutôt une faible approbation, on va dire, une faible approbation franche, notamment sur la question d'une plus grande créativité grâce au télétravail, et puis également l'engagement accru dans le travail. Même si globalement c'est 83%, on n'a que 26% de personnes interrogées qui déclarent qu'ils ont, grâce à ce biais-là, un engagement accru dans leur travail. C'est deux éléments qui nous paraissaient importants de faire un peu ressortir aussi, parce que du coup, ça souligne, notamment sur la question de l'engagement accru, la difficulté qui peut être liée à la distance, évidemment, et la créativité, les difficultés qui sont liées au fait de ne pas être en groupe, puisqu'on sait que notamment, on a une plus grande créativité à partir du moment où on peut interagir en groupe. D'ailleurs, ces deux éléments-là sont des éléments qui sont pointés par notamment la CARSAT sur les questions de facteurs de risque psychosociaux dans le cadre d'un travail à distance. Donc, voilà. Alors, si on se place du côté des dirigeants, pas de grande surprise, je dirais, côté des dirigeants, c'est-à-dire qu'en fait, globalement, on va retrouver à peu près les mêmes éléments dans des proportions parfois un peu différentes, mais globalement les mêmes éléments, hein, meilleure qualité de vie au travail, meilleure responsabilisation dans le travail, alors même à hauteur de plus de 90%, hein, donc c'est quand même quelque chose de très significatif du point de vue des employeurs. Diminution de la fatigue aussi, quelque chose d'assez significatif. Et puis, il y a également un élément à faire un peu, à mettre en exergue, sur lequel on peut faire attention,
qui est là encore l'engagement accru, parce que même si le score est globalement élevé, à 79%, dans le bénéfice perçu par les employeurs, il est en nette diminution sur les oui tout à fait, entre l'enquête qui avait été menée en 2017 et l'enquête qui est menée en 2019, puisqu'on passe de 37% à 21%. Donc, là encore, ça peut nous donner un petit point d'alerte sur cette question. Bon, je ne m'étale pas trop sur cette enquête, je continue on va dire, d'avancer. Ce qui signifie que, en conclusion de cette enquête, comme vous pouvez voir là, le télétravail, il a comme conséquence, il implique ou il impliquerait, qu'il faudrait faire pour faire en sorte que ça fonctionne le mieux possible, c'est évidemment former, sensibiliser l'ensemble des personnes concernées, repenser donc le maintien des liens collectifs, à hauteur de quand même, oui, tout à fait, à hauteur de 24%. Repenser aussi la façon de déléguer et de contrôler, 22% pour le oui tout à fait et 80% en général. Repenser la régulation de la charge de travail et celle du temps de travail. Donc on voit bien que toutes ces questions-là, on va dire les 4 dernières questions, sont des questions qui sont directement liées au mode de management qu'on doit mettre en place pour faire en sorte que ça fonctionne le mieux possible. Donc voilà. Donc premier point, deuxième point plutôt dans cette présentation, je vais revenir sur la question du présentiel, les distinctions présentiel-distanciel, qu'est-ce que ça change et finalement quelles en sont les spécificités. Alors, management à distance, voilà, quelques spécificités. Alors évidemment, un poncif, je vais dire comme ça, être éloigné géographiquement, une diminution des fréquences de contact, même si on est bien conscient que quoi qu'il arrive, que ce soit du télétravail ou que ce soit des équipes qui sont dédiées sur des sites éloignés, malgré tout, on a quand même des contacts physiques. Mais il y a quand même une diminution significative de ces contacts. Le collaborateur qui n'est pas dans l'entreprise alors que vous y êtes ou inversement, donc on a des cadres de référence qui peuvent être différents, une communication qui s'effectue le plus souvent à distance et de manière synchrone, voire en asynchrone, surtout quand on a affaire à des équipes qui sont potentiellement dans des pays différents, sur des fuseaux horaires différents, etc. Des échanges qui peuvent être amputés d'éléments non verbaux dans la communication synchrone, du fait qu'on ne se voit pas. Vous savez bien qu'on capte un certain nombre de signes dans l'échange, dans les intonations, même si on s'entend, même si on utilise la visio, qu'on va moins capter, entre guillemets, avec ces outils distanciels que quand on est physiquement directement en contact. Puis une partie de l'équipe qui peut travailler à distance et une partie de l'équipe qui peut travailler en local. Alors là, ça peut générer en tout cas des différences à la fois des différences de traitement, des différences de charge de travail, des différences subjectives ou réelles, du coup, entre les membres de l'équipe. Et puis enfin, en tant que manager, vous devez pallier aux absences d'informations, d'échanges, car évidemment, tous les temps informels, qui sont quand même significatifs et qui permettent de mettre du liant dans un fonctionnement en entreprise, c'est notamment le temps avec la machine à la café, etc. Les confrontations sur les consignes, sur les process, et tout ça n'existe plus. Et donc, ça veut dire qu'il faut le prévoir, ce temps-là, pour faire en sorte que on fluidifie le fonctionnement. Si on pourrait résumer ça en 3 grands enjeux, je dirais, aujourd'hui, que je retiens, moi en tout cas, du management à distance. Le premier enjeu, c'est comment faire en sorte d'entretenir, voire de développer la motivation de vos collaborateurs à distance. Comment faire en sorte de détecter donc leurs signaux faibles. Comment s'assurer que le collaborateur mettra tout en œuvre pour atteindre ses objectifs. Voilà, donc là, on a une vraie question, on va dire, autour de la motivation. On a un deuxième enjeu que je qualifierais autour de la difficulté du contrôle. Donc, on a un certain nombre de pertes de repères habituels. Globalement, le travail n'est plus visible. Voilà.
On ne mesure plus que les résultats sans tenir compte du contexte, ce qui signifie que on est confronté à une problématique d'appréciation de la performance. Alors, je dirais que ça tombe bien, on est en fin d'année. Je pense que vous êtes tous plus ou moins concernés par ces questions d'appréciation de la performance en cette période. Et donc, du coup, déjà, comment va-t-on faire pour véritablement l'apprécier, sachant que la définition que je donnerai, moi, de la performance, c'est l'obtention de résultats dans un contexte donné. D'accord? Et ce contexte, ben, on a beaucoup plus de mal à l'apprécier, à l'appréhender aujourd'hui, du fait du travail à distance. Et puis, le dernier enjeu, bah, c'est cet enjeu autour du lien, maintenir le lien et le sentiment d'appartenance des collaborateurs à l'équipe, à l'entreprise, alors que nos points de rencontre formels sont plutôt rares. Ce qui veut dire qu'il va falloir, ou qu'il a fallu, hein, en tout cas, je pense que certains ont dû avoir des expériences en la matière, se réinventer autour de ces questions-là. Alors, voilà, je dirais que on passe donc d'un mode de management qu'on pourrait qualifier d'un mode de management de la supervision au mode de management de l'implication. Alors, qu'est-ce que j'entends par supervision? C'est-à-dire qu'en fait, globalement, le manager est présent sur le site, il est présent auprès de son équipe. Alors après, avec un certain nombre de variations hein, selon le profil des managers, mais donc il y a une certaine proximité, on peut faire preuve d'une certaine empathie, et il y a un contrôle visuel qui peut s'exercer dans le cadre de son management. Et dans ces conditions, ce que l'on fait en tant que manager, c'est que par nos actes, finalement, on cherche à développer la motivation extrinsèque du collaborateur. C'est-à-dire que régulièrement, on va pouvoir, par des questions, par des passages, par un regard, par un certain nombre d'actes managériaux, faire en sorte de motiver, booster nos collaborateurs dans le cadre de leur activité. Ces choses-là, on les perd du fait de la distance. Et donc, il faut qu'on adopte un autre mode de management, qui est ce que je dirais le management de l'implication, qui va consister à responsabiliser le plus possible nos collaborateurs et faire en sorte de développer leur motivation intrinsèque. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va faire que finalement, quand le collaborateur va se lever le matin, il va s'y mettre de bon cœur, il va produire et aller dans le bon sens en termes de production, sans qu'on ait besoin nécessairement de venir l'encourager comme on peut le faire dans un mode de management classique présentiel. D'accord ? C'est ça que je vais chercher à développer, c'est cette notion de motivation intrinsèque, contrairement à la motivation extrinsèque que vous avez davantage l'habitude finalement de mettre en œuvre. Alors, pour ce faire, je vais vous proposer donc un petit peu de théorie. Alors, je ne vais pas revenir sur Maslow, contrairement à mon dessin, même si la théorie de Maslow a quand même un peu de sens dans le cadre de management à distance, hein, effectivement, parce qu'on peut parler de le fait de travailler, enfin d'être à distance, a des impacts malgré tout sur le sentiment de sécurité du collaborateur ou le besoin de sécurité du collaborateur, mais également sur son besoin d'appartenance. Hein. Il est évident que, je l'ai souligné tout à l'heure dans les enjeux, hein, qu'on avait une question autour de ça, et puis également sur le besoin d'estime. Mais c'est pas ça que je vais davantage développer. Je préfère plutôt revenir avec vous sur la théorie des attentes qui a été développée par Monsieur Vroom, donc, qui est un Américain, et qui est une théorie qui est assez peu connue dans le domaine du management. Pour autant, vous en connaissez tous les implications, c'est-à-dire qu'en fait, le management pour objectif, bah, ça vient de cette théorie. Donc, comme je pense que d'une manière ou d'une autre, vous fixez et vous avez un certain nombre d'objectifs dans le cadre de vos activités professionnelles, ben, en l'occurrence, ça vient de ce principe-là. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte, Vroom? Qu'est-ce qu'il nous explique? Ce que nous explique Vroom, c'est que finalement, il n'y a pas de motivation en tant que telle. Ça, c'est
c'est pas vrai. La motivation pour lui, ça n'existe pas. Il dit qu'on observe simplement un certain nombre de comportements motivés. D'accord ? Et ces comportements motivés, ils viennent de deux choses. Ils viennent de l'espoir que l'on peut avoir si on agit, que ça réponde ou qu'on ait une récompense qui réponde à nos attentes, et différents types d'attentes, et également de la situation dans laquelle on est. C'est-à-dire que malgré tout, je serai content d'agir à partir du moment où le contexte y est favorable, quoi. Voilà. Donc, on va s'intéresser à ces différents aspects et en particulier aux attentes que peut nous décrire. Alors, qu'est-ce qu'il nous décrit en pratique? Il nous décrit trois types d'attentes. Il nous dit que globalement, la première attente que l'on peut avoir, ou qu'a tout individu d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la valence. La valence, c'est la valeur que l'on peut attribuer à une récompense. En l'occurrence, c'est si j'agis de la manière dont on me le demande, qu'est-ce que je vais en retirer, moi? Et donc, ce que je vais en retirer, quelle valeur j'y attribue? Je peux vous donner un exemple tout bête. Hein. Si on me dit, bah voilà, André, vous allez remplacer votre manager pendant la période des congés, puisque en fait, on a besoin qu'il y ait toujours quelqu'un pour pouvoir prendre un certain nombre de décisions. Si ma valence à moi consiste à absolument courir après une notion d'évolution, bien évidemment, je vais être motivé parce que je me dis, bah, c'est grâce à cette expérience-là, je vais certainement pouvoir démontrer ma valeur et dans ces conditions, faire en sorte qu'on puisse me promouvoir à terme parce que c'est absolument ce que je recherche. Donc, quoi qu'il arrive, dans les actes managériaux, tout individu est confronté à cette question-là, c'est-à-dire que finalement, c'est quelle valeur est-ce que j'attribue au travail, à réaliser le travail que l'on me confie et qu'est-ce que j'espère en retirer derrière. D'accord? Donc ça, c'est mon premier facteur. Le deuxième facteur que j'ai, c'est la deuxième attente, c'est ce qu'on appelle l'expectation. Alors, l'expectation, ça fonctionne autrement, c'est l'auto-évaluation que je me fais de mes capacités à réaliser le travail ou la tâche demandée. D'accord ? Donc, globalement, ça correspond à la question, est-ce que j'en suis capable, hein, tout simplement. Et ça, cette question-là, est-ce que j'en suis capable, on a souvent une vision un peu faussée de la réponse qu'on doit donner à cette question. C'est difficile de s'apprécier réellement et de s'apprécier en toute objectivité. Et ça vient notamment du fait que pour pouvoir s'apprécier en toute objectivité, il est nécessaire qu'on nous fasse des retours régulièrement sur ce que l'on est capable de faire et là où on peut avoir moins performé et où donc on a des points de progrès. D'accord ? Donc ça, c'est lié au retour, au feedback que va faire le manager régulièrement auprès du collaborateur. Ce qui montre bien que pour être motivé, finalement, il faut que j'ai envie de ce qu'il y a derrière, donc la récompense qui peut être qui est sous-tendue finalement au travail demandé, et d'autre part, que je me sente capable de pouvoir réaliser le travail confié. D'accord ? Donc ça, c'est les deux premiers éléments. Et puis, on a un troisième élément qu'on va appeler l'instrumentalité. En tout cas, c'est comme ça que l'a appelé Vroom. L'instrumentalité qui correspond au chemin, aux efforts que l'on va devoir fournir pour pouvoir réaliser la tâche demandée ou le travail demandé. Et finalement, on se pose tous plus ou moins cette question-là, c'est est-ce qu'il n'y a pas un moyen plus simple d'obtenir la même récompense en faisant autrement? Et si à cette question, ma réponse est oui, à ce moment-là, je risque fort de ne pas être motivé.
Parce que si je reprends mon exemple de remplacer mon manager et que je me dis, bah non, c'est un peu risqué parce que je vais être particulièrement embêté, il vaut mieux que je laisse confier cette tâche à quelqu'un d'autre pour qu'il se plante et dans ces conditions, on pensera naturellement à moi. Bah forcément, je vais pas être très motivé en l'occurrence pour pouvoir faire les efforts demandés. D'accord? Donc, est-ce que les efforts demandés sont en rapport, pardon, avec la récompense souhaitée? C'est vraiment la question que l'on va se poser. Donc, vous voyez, on a trois facteurs, trois attentes. La valence d'un côté. Donc ça, on n'a pas beaucoup d'impact quand on est manager, puisque finalement, sur la question de la valence, en fait, c'est ce qu'il espère en retirer et est-ce que ça a de l'importance pour lui. La seule chose que l'on peut faire en tant que manager, c'est arriver à comprendre le fonctionnement de son collaborateur pour être en mesure de mettre en avant les bénéfices qu'il pourra en retirer. L'expectation, on a un vrai rôle en tant que manager, parce que là, pour le coup, c'est tout le feedback qu'on doit lui donner régulièrement, aussi bien positif que négatif d'ailleurs, mais qui est essentiel en management. Et ça prend d'ailleurs toute sa dimension quand on est à distance. C'est-à-dire que là, il faut repenser tout le feedback que l'on doit pouvoir accorder à nos collaborateurs quand on est à distance. D'accord? Et là, c'est plus compliqué pour soutenir justement sa motivation. Et enfin, l'instrumentalité, il est essentiel de travailler sur la question de comment il va s'y prendre pour pouvoir réaliser le travail à fournir, car sinon, il peut être confronté à des difficultés en cours de route qu'il n'avait pas estimées et du coup se décourager. D'accord? Donc là, vous voyez bien qu'on touche la question de la motivation intrinsèque du collaborateur, parce que il ne faut pas qu'il y ait de facteurs qui viennent finalement le décourager en cours de route. Alors, pour conclure cette partie sur Vroom, ce qu'il en dit, c'est que la motivation est égale à la vie. C'est-à-dire, en fait, la motivation, c'est la valence multipliée par l'instrumentalité, multipliée par l'expectation. Ce qui signifie que si un facteur est nul, à ce moment-là, il y a peu de chances pour que j'observe des comportements motivés chez mon collaborateur. C'est-à-dire, soit il n'est pas intéressé parce qu'il peut en retirer, et donc du coup, il ne va pas être motivé. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas faire, mais il va faire entrer dans les pieds. D'accord? Soit il considère qu'il n'est pas capable de le faire et que dans ces conditions, il va peut-être le faire pour vous faire plaisir, mais ce n'est pas un facteur de motivation interne suffisant. D'accord? Soit il considère que, au contraire, le chemin à parcourir est trop compliqué, ou que finalement donc les actions à mener sont trop compliquées, ou qu'au contraire, il y a un moyen plus simple d'obtenir la même récompense, et dans ces conditions, là encore, il risque de ne pas être motivé. Alors, à une réserve près, c'est qu'à partir du moment où on veut vraiment la récompense qui est sous-tendue, ça peut l'emporter sur les autres facteurs et dans ces conditions, on peut quand même avoir un comportement motivé. Là, on touche, entre guillemets, le syndrome d'incompétence de Peters, quoi. Ça permet de l'expliquer. Alors, ce que je dirais qui est à retenir, ou des points clés de cet élément-là, de cette théorie, c'est que finalement, le chemin à parcourir, donc la manière dont on va mettre en œuvre les actions demandées, est plus important que le niveau de l'objectif. Ça, c'est un premier élément qui est très important à comprendre. Et bien souvent, quand on fonctionne en management par objectif, on fixe un objectif à quelqu'un et on se dit qu'à partir du moment où on a réussi à fixer l'objectif, tout va bien. Mais en fait, pas du tout. Fixer l'objectif, c'est juste le point de départ. Ce qui compte, c'est maintenant, c'est comment il va faire pour le mettre en œuvre. Et c'est là où nous, managers, on a un vrai rôle de faire parler sur le collaborateur sur comment il va le mettre en œuvre, parce que du coup, on a des actions observables qu'on va pouvoir suivre dans le temps, même à distance, alors que si on est simplement sur un objectif,
tout repose finalement sur sa capacité à s'organiser, à se lever le matin, à s'auto-motiver pour faire en sorte de faire. Okay. Deuxième élément important, c'est il est nécessaire, et particulièrement à distance, d'effectuer du renforcement positif. Là où le collaborateur réussit, performe, et là aussi où il a des difficultés, mais c'est pas pour le lui reprocher spécifiquement, c'est plutôt pour être très clair sur là il y a des difficultés, et donc on va s'assurer que ce sont des points sur lesquels on peut avancer, on peut traiter pour faire en sorte qu'il puisse continuer à avancer. Et enfin, le dernier point que je dirais en conclusion de cette théorie, c'est que notamment, il faut arriver à faire en sorte que, du coup, le collaborateur s'engage et c'est ce qu'on appelle aussi la soumission librement consentie. Alors, ça fait appel encore à une autre théorie, qui est la théorie de l'engagement, qui a été développée par deux Français, d'ailleurs, Joule et Beauvoir, qui ont largement écrit sur cette question-là, notamment à travers deux livres, un qui s'appelle La soumission librement consentie, puis un autre qui s'appelle Petit traité de manipulation à usage des honnêtes gens. Le principe général est de considérer que finalement, par le biais de certaines techniques manipulatoires, on peut faire en sorte que le collaborateur s'engage sur un objectif, et comme il souhaite avant tout atteindre son objectif et démontrer qu'il en a la capacité de le faire, à ce moment-là, il va tout mettre en œuvre pour y arriver. D'accord ? À une réserve près qu'il est nécessaire de travailler avec lui les freins éventuels qui pourraient arriver en cours de route. Ça, je dirais que, pour donner un exemple, finalement, il est plus intéressant de demander à quelqu'un de s'engager sur un objectif en disant mais quel est le bon niveau d'objectif, sachant que l'année dernière, ou tes confrères, tes pairs y réalisent tant, à ton avis, pour toi, quel est le bon niveau d'objectif? Donc là, j'utilise un peu de technique manipulatoire, c'est le principe de tu es libre de me dire ce que tu veux, mais sache que la norme, c'est ça. Donc, à partir de là, c'est un peu compliqué pour lui de s'engager sur moins. Et donc, dans ces conditions, il va réussir à s'engager sur un niveau relativement attendu et acceptable. D'accord? Alors, ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte qu'on arrive à le mettre véritablement en œuvre? Donc voilà, donc l'humain est au cœur de toutes les organisations, hélas, hein, bien sûr, le management à distance, c'est pas mal. Donc voilà, je dirais que plusieurs conditions de mise en œuvre. La première condition de mise en œuvre va être qu'il est nécessaire de soutenir la réalisation du travail. Donc, garder le lien, aussi bien des temps de rencontre physique que de la visio plutôt que du téléphone, voilà. Se fixer des échéances intermédiaires de court terme qui rythment du coup l'activité. Alors, on travaillera sur du plus court terme dans du management à distance que, curieusement, je dirais, hein, ou contrairement à ce qu'on pourrait croire, que avec des collaborateurs qui sont là au quotidien. Puisque finalement, on a besoin d'entretenir plus souvent des points de contact. Et donc, dans ces conditions, avoir des échéances intermédiaires de plus court terme favorise sa motivation. Conserver des temps de travail aussi collectifs, faire du groupe de travail même à distance, ça sont des choses qui sont importantes pour notamment faire en sorte de garder le lien aussi avec l'équipe. Adopter un mode plus participatif en termes de management, donc c'est faire suggérer des idées, des propositions d'amélioration, voire même exiger hein, des objectifs, des idées, des suggestions, etc. C'est plus que simplement faire suggérer, quoi. C'est vraiment aller les chercher sur ces questions-là pour notamment les rendre acteurs. Organiser aussi le reporting. Alors, moi, je suis d'avis de dire que sur cette question du reporting, il vaut mieux faire des présentations libres. Trop cadrer cette question du reporting sera plus perçue comme étant une question de flicage de la part du collaborateur
que simplement un reporting un peu plus libre sur la manière de faire. Et c'est notamment un risque, hein, la question du flicage, hein, qu'on voit apparaître dans le cadre de management à distance. Et donc, c'est très important de rendre compte, en tout cas, des actions menées. Et puis également, c'est important de réaliser des points formels hebdomadaires et mensuels. Alors, des points formels hebdomadaires sur l'activité réalisée, bien évidemment, et l'activité prévue. C'est-à-dire qu'au-delà de l'activité réalisée, ce qui m'intéresse davantage en tant que manager, c'est plutôt qu'est-ce qu'il a prévu de faire pour la semaine suivante. Voilà. Ça, c'est des choses qui sont, à mon sens, clés. Et enfin, des points mensuels plus formels, notamment sur la question de l'équilibre entre temps de travail, vie professionnelle, vie privée, etc. Alors, la question du contrôle dans tout ça, c'est pas simple. C'est nécessaire de trouver un juste milieu, je dirais, entre 12 pressions pour maintenir un cadre et la motivation extrinsèque pour soutenir la réalisation. Donc là, pour le coup, j'utilise bien extrinsèque, hein, dans le sens où mettre cette petite pression permet notamment de rappeler que, ah oui, c'est vrai, il faut que j'agisse. Donc voilà. Ce qui signifie que le contrôle, il doit davantage porter sur les actions menées plutôt que sur le résultat. Le résultat, c'est facile, certes, vous allez me dire, c'est tangible, c'est facilement contrôlable, etc. Mais justement, on n'a pas besoin de le faire avec lui pour contrôler le résultat. C'est-à-dire que ça, on peut le voir à distance. En revanche, ce qu'on ne voit pas, c'est ce qu'il a fait. Et donc, c'est important de pouvoir avoir un vrai échange sur la question de qu'a-t-il fait, qu'a-t-il pu mener en termes d'action. Et pour le coup, on va utiliser des questions types. Un, c'est comment comptes-tu t'y prendre? Deux, comment t'y es-tu pris? Et enfin, quel est le cas et pourquoi? Alors, vous voyez bien que les questions là, que je viens de proposer là sont des questions qui s'inspirent véritablement du coaching. Et c'est une dimension qui devient de plus en plus importante dans le management. Je dirais que le principe général du coaching, c'est que finalement, un coaching efficace permet d'avoir une relation entre le collaborateur et le manager qui produit du coup quelque chose de plus efficient. D'accord? Donc, le manager, il sait plus facilement ce qui se passe sur le terrain, même lorsqu'on n'y est pas, ce qui devient intéressant compte tenu de la situation distancielle. D'accord? Et le collaborateur, lui, en l'occurrence, il va choisir de prendre ses propres responsabilités pour être performant. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, on est sur une logique de je ne t'impose rien, je suis là pour échanger avec toi, pour faire en sorte que de toi-même, tu t'engages, parce que là, du coup, la théorie de l'engagement, elle est tout à fait appliquée à cette notion de coaching, et faire en sorte que je t'aide par mon questionnement à résoudre petit à petit les problèmes que tu rencontres. D'accord? Ce qui signifie que ça nécessite une disponibilité du manager qui est importante, mais ça peut parfaitement se faire à distance. Et plus il y a ce soutien qui se fait de cette manière-là à distance, et plus la relation de confiance s'établit avec le collaborateur, et dans ces conditions, on est mécaniquement plus performant. Alors, je dirais que la posture du manager coach, ça va être celle-là, c'est le respect, déjà. Donc, le manager coach accepte les différences du collaborateur parce qu'il aura des points de vue différents sur la manière de mettre en œuvre les actions, sur la manière de. Il aura une vision différente de la vôtre, mais c'est pas grave. Et sur les solutions aussi qu'il pourra proposer. Et là-dessus, il faut faire confiance. C'est-à-dire, c'est nécessaire. De toute façon, on est à distance, on a besoin de ça. L'empathie également. Donc là, c'est notre aptitude à se mettre dans les chaussures de l'autre, sans attraper évidemment les ampoules. Ce qui signifie que on n'est pas là pour
prendre toute sa misère ou ses difficultés. On est là pour l'écouter, lui montrer qu'on le comprend et également chercher à lui faire trouver, là encore, ses propres solutions dans ces conditions. Même si, par moment, on peut reprendre notre posture classique de manager qui va être de trancher, de décider. Mais en l'occurrence, quand on est dans une séquence d'accompagnement type coaching, on n'est pas là pour trancher, décider. Hein. Donc voilà. L'écoute également, donc dans le cas présent, avoir une écoute active, capacité à faire preuve d'écoute, alors notamment le langage du corps, ce qui signifie que là, évidemment, cette écoute, il faut qu'elle se passe en visio, hein, malgré tout. Hein. Et puis avoir ce sens du timing en termes de questionnement et de reformulation. Ça, c'est pas simple, ce sont des choses qui s'apprennent, mais bon, avec un peu d'habitude, on fonctionne bien. La confidentialité, pardon, aussi. Donc, le manager coach doit garantir que dans les séances de coaching, le chef ne sort pas, hein, qu'on n'est pas là pour imposer les choses. Et enfin, la confiance. Donc, se savoir vulnérable également et ne pas en avoir peur. Ça, c'est quelque chose d'important. Ça veut dire que la confiance, elle doit être aussi réciproque dans ce cadre-là. Alors, pour conclure tout ça, afin de laisser un peu de place également à vos questions, si vous en avez, je ne sais pas, comment est-ce qu'on résout la question de l'appartenance à l'entreprise, puisque finalement, ça fait partie des points importants. Alors, maintenir le sentiment d'appartenance, vous constatez, est assez complexe. Donc, il est nécessaire d'essayer d'entretenir le lien avec l'institution. Tiens, il me manque un dé. Donc, il est nécessaire d'informer sur la vie de l'entreprise. C'est ce que j'appelle la grande histoire. Et ça, cette communication sur la vie de l'entreprise, elle ne peut pas se faire uniquement par des mails ou uniquement par ou par des newsletters ou des choses comme ça. Quoi. Il est nécessaire d'avoir le lien, de pouvoir la commenter de la part du manager pour faire en sorte d'impliquer le collaborateur sur les décisions, sur ce qui se passe dans l'entreprise. L'informer aussi sur la vie de l'équipe. Donc ça, c'est la petite histoire. C'est important aussi pour lui de maintenir le lien sur les événements qui se passent, sur les collaborateurs qui sont présents au bureau ou sur tous, même ceux qui sont distants comme lui. C'est important également qu'il sache, qu'il soit au courant de tout ce qui se passe. Voilà. Donc ça, cette transparence est nécessaire. Et c'est beaucoup de travail, notamment ce temps de communication est démultiplié à partir du moment où on a des collaborateurs à distance. En tout cas, il faut le prévoir de le démultiplier parce que ils en ont besoin et c'est pour entretenir donc ce lien avec l'institution. Gérer aussi le sentiment de justice, d'injustice ou d'égalité ou d'inégalité hein, avec ceux qui sont présents. Ça, c'est quelque chose de particulièrement important car on peut considérer quand on est présent sur site alors qu'on a d'autres qui sont distants, qui sont des privilégiés, ou l'inverse aussi peut se produire, c'est que finalement le fait de ne pas être là, ça me pénalise. Et donc dans ces conditions, en tant que manager, c'est nécessaire d'organiser des groupes de travail. Ça, je l'avais déjà dit un peu plus haut, mais c'est nécessaire avec des gens distanciels, présentiels, etc. Il faut mixer ces groupes pour montrer justement quelles sont les compétences, quelles sont les plus-values, les savoir-faire, ce qu'apportent les collaborateurs qui sont distants. D'accord ? Et puis également, il est essentiel de rendre visible le travail et la charge de travail des collaborateurs qui sont distants, ainsi que ceux qui sont présents. Donc il faut qu'il y ait une vraie transparence sur cette question-là, pour qu'on n'ait pas de doute en se disant, bah oui, enfin, moi je suis à distance, forcément je suis plus efficace parce que je travaille beaucoup plus que les autres. Non, même charge, égalité de traitement. Même si cette notion de charge de travail avait été vue dans le cadre d'un ANI, donc Accord national interprofessionnel de 2005, hein, sur la question du télétravail déjà.
Et donc, ça fait partie de cet accord de dire que de toute façon, un salarié à distance doit avoir la même charge de travail qu'un salarié sur place. Mais malgré tout, il faut le rendre visible. Ça, c'est peut-être plus complexe de la part du manager. Et puis enfin, essayez d'utiliser des réseaux communautaires internes. Euh, alors ça n'existe pas forcément, ça n'a pas forcément été développé dans vos structures, dans vos entreprises. Mais moi, j'ai accompagné il n'y a pas très longtemps une petite entreprise où une bonne partie des collaborateurs sont à distance en temps normal, en dehors de la période Covid. Ils sont présents une fois par semaine à peu près au bureau, maximum. Et donc, dans ces conditions, ils utilisent un réseau communautaire qui est Basecamp, alors qui est aussi un outil un peu de gestion de projet, etc. Et à travers cet outil, ils racontent leur semaine de travail. Il leur est demandé, il y a un fil d'information, et il leur est demandé de raconter toutes les semaines. Alors, c'est pas long, forcément, on n'a pas besoin d'y passer une heure pour rédiger ça, mais raconter sa semaine de travail, ce qui les a marqués, ce dont ils sont fiers et qu'ils ont envie de partager avec le reste de l'équipe. Et ça permet de maintenir un lien qui est absolument incroyable. Alors, évidemment, vous allez me dire, c'est quelque chose qui va plus concerner des plus jeunes, etc. Mais il y a toutes les générations qui s'y sont mises. Alors, il y en a qui sont résistants, faut pas se leurrer, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant en termes d'expérience, car véritablement, je pense que c'est un bon moyen de garder le lien, de garder le fil d'une manière différente, d'une manière qui n'est pas institutionnelle avec les collaborateurs de l'entreprise. Donc, donc voilà que je pouvais vous dire en la matière. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que cette présentation éveille chez vous des remarques, des commentaires, etc. Alors, je vois pas. Donc, vous savez que vous avez la possibilité de poser des questions dans le document, enfin dans le webinaire. Là, pour l'instant, je ne vois pas de questions particulières. Non. Alors, est-il prouvé qu'un collaborateur est plus efficace à distance? Alors, non, prouvé, non, il n'y a rien qui le prouve en tant que tel. Simplement, ce qu'on constate, ce qu'on sait, c'est que finalement, un collaborateur à distance, il a moins de temps, évidemment, pour se rendre sur son entreprise. Il est dans une situation qui, en théorie, est plus confortable pour pouvoir mettre en œuvre son activité, sauf quand c'est du télétravail qui est forcé. Donc ça peut être un peu compliqué dans ce cadre-là. Mais voilà, donc non, on ne peut pas dire que c'est prouvé qu'un collaborateur à distance est plus efficace. Ce qui est déclaré dans le cadre d'enquête, c'est que la plupart d'entre eux considèrent qu'ils sont plus efficaces. Voilà, voilà ce que je peux dire. Comment réagir à ce discours face à un collaborateur qui est sûr d'être plus efficace? Alors là, c'est la question, en l'occurrence, je dirais que ça rejoint la question de la mesure, du contrôle, finalement, et de la comparaison du travail effectué avec d'autres collaborateurs qui ne sont pas spécialement à distance. Donc en l'occurrence, non, on ne peut pas. Comment réagir? Là encore, moi, j'aurais tendance à dire, je ne vais pas chercher à démontrer, à porter une affirmation, mais plutôt à le questionner pour l'amener lui-même à se rendre compte de, effectivement, est-ce qu'il progresse ou pas? Et est-ce qu'il est plus efficace ou pas? Est-il possible d'obtenir le diaporama et de la revoir en podcast? Oui. Alors, vous allez recevoir un mail à l'issue donc de cette présentation et où vous aurez le lien vers l'enregistrement de ce webinaire et également la présentation.
Alors, tout ceci est bien duplicable, aussi bien pour le télétravail que pour du multisite. Oui, tout à fait. Il n'y a que la question de l'appartenance qui peut être un petit peu différente sur du multisite, même si je dirais que des petits sites un peu isolés où on a juste une petite équipe, il y a parfois, la question de l'appartenance se pose quand même, mais sinon, c'est tout à fait duplicable. Quels sont les moyens de détection d'éventuels troubles psychosociaux? Ah, alors là, c'est la question des signaux faibles. Comment est-ce qu'on va détecter les signaux faibles? C'est compliqué. Je dirais que là, pour le coup, ça nécessite une écoute très importante de nos collaborateurs. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de faire à la fois, alors il y a les questions d'entretien obligatoires dans le cadre de travail distanciel, en tout cas quand c'est contractuel, pas aujourd'hui dans la situation du Covid, mais voilà, où on est tenu de faire des entretiens pour, sur la charge de travail annuellement et également sur la question de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Voilà. Et puis enfin, le dernier point, je dirais, pour les risques, pour les éventuels troubles psychosociaux, il est utile et pertinent de réaliser des enquêtes anonymes auprès de nos collaborateurs pour essayer de savoir s'il y a des éléments qui ressortent. Quid du risque psychologique lié à l'isolement et comment s'assurer que le collaborateur travaille à des heures raisonnables? Alors ça, il est important dans le cadre, si le télétravail est régulier, ou le travail distanciel en tout cas, c'est la norme dans le cadre de votre activité, pas en dehors simplement évidemment de la question des confinements. Il est bien de mettre en place une charte du télétravail dans l'entreprise qui permettent de délimiter les périodes pendant lesquelles le collaborateur doit être impérativement joignable. Donc, ce qui signifie que, par exemple, de 9h30 à 11h30, il doit être obligatoirement joignable par téléphone, par mail, etc. Ainsi que l'après-midi de 14h à 17h, quoi, par exemple. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la question de la charge de travail. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de raison que le collaborateur soit plus chargé qu'un autre. On doit vraiment veiller à l'équilibre de la charge de travail du collaborateur. Donc on a l'entretien, mais aussi la comparaison avec le travail que l'on donne aux autres collaborateurs qui peut-être ne seraient pas à distance. Face au télétravail, comment gérer efficacement une équipe qui en partie sera en télétravail et l'autre partie en présentiel? Alors c'est compliqué. Je dirais que c'est un cas de figure qui est assez compliqué parce que l'animation est classique pour l'équipe qui est en présentiel. En revanche, pour ceux qui sont en télétravail, on a besoin d'entretenir un lien plus serré que ce qu'on fait habituellement. Donc, dans ces conditions, ça va être important évidemment de les associer aux réunions par des outils de visio évidemment, mais également de les associer au fonctionnement avec le reste de l'équipe. Donc, si possible, organiser des groupes de travail avec une liaison avec des personnes qui sont distantes et des personnes qui sont physiquement présentes sur site. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres questions ou est-ce que j'ai répondu à tout? Je crois que j'ai répondu à tout. Alors, je ne sais pas si vous-même vous avez d'autres questions. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose? Bien. Eh bien, écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, je vous propose d'arrêter là. Et donc, je vous souhaite une excellente journée. Bon courage. Ah, si, j'ai une question. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Merci à tous. Merci. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée alors. Bon courage.